Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, l'émission de la rédaction des sports de Nice Matin qui décortique l'actualité de l'OGC Nice. Avec nous cette semaine sur le plateau, Vincent Munichini, l'ADR. Salut Mika. L'ADR avant les vacances. Ah ouais. Vont arriver vite ces vacances. J'ai hâte. Ça va faire du bien. Romain Laronche, avec nous aussi, toujours plus affûté. Salut Romain. Et le petit nouveau de la bande de Gymto, c'est Christopher Roux. Salut Christopher. Mika. Salut à tous. Bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Le petit bisu. Le dernier. Notre invité cette semaine, on ne le présente plus. Il a quasiment tout fait à l'OGC Nice, sauf président, peut-être, mon cher Eric Roy. Attention. Peut-être un jour, on ne sait pas. Eric Roy est avec nous. On voit tellement des choses bizarres quelquefois. Bonjour Mika. Salut à tous. Salut Eric est évidemment consultant aujourd'hui pour France Télévisions et RMC Sport. Alors au sommaire de cette émission, encore une fois très copieuse, les dernières infos du Mercato, un focus sur Aaron Ramsey, déjà décisif. Andy Delors et le 4-3-3, est-ce qu'il est fait tailler pour jouer dans le 4-3-3 Andy Delors? Mario Lemina, c'est quoi le problème? Sans oublier le pour-contre et l'attractivité du gym, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été pour l'instant loupés, ou en tous les cas qui ont refusé de venir à l'OGC Nice. Et puis le souviens-toi consacré au match face à l'Apollon Limassol, c'était en 2013. Rappelez-vous, un match de sinistre mémoire pour les supporters niçois. Mais avant cela, messieurs, on va faire un rapide retour sur ce match entre Toulouse et Nice, le premier de cette saison. Score final, un but partout. Mon cher Vincent, on va dire un score à peu près logique. Oui, même si sur la deuxième mi-temps, même en première mi-temps, Nice a quand même la possibilité d'ouvrir le score, que ce soit par Gouiri. Il y a cette frappe aussi de Calvin Stanks qui finit sur la barre. J'ai senti que Nice était en capacité de gagner ce match. Malheureusement, Nice s'en sort avec le partage des points. Est-ce que c'est décevant? Peut-être un petit peu, mais c'est toujours pareil. C'est une première journée dans une ambiance un petit peu festive à Toulouse face au promu qui avait pas mal d'allant, qui a quand même pas mal gêné aussi l'OGC Nice dans la profondeur. Donc oui, comme tu dis, c'était un nul logique. Maintenant, il faut évidemment concrétiser ce bon point pris à l'extérieur par une victoire à domicile. Voilà, on fait pas de... C'est pas très original, mais première... convenable. Ouais, Eric, cette équipe niçoise, elle n'est pas tout à fait prête, on le sait, il manque des joueurs, il y en a qui sont arrivés assez tard, donc il y a encore évidemment du chemin à faire. Bah oui, c'est pour ça que moi j'avais envie de dire que c'était un match quand même assez décevant dans son contenu, pour moi, mais ça me paraît assez logique quand on voit que c'est une équipe qui est en pleine reconstruction et que j'ai l'impression en plus que ça va encore pas mal bouger, donc j'ai l'impression que Lucien Favre, il ne sait pas encore vraiment quels vont être ces hommes sur lequel il va vraiment compter, quel système il va mettre en place, même si on sait qu'il a un système préférentiel, mais aujourd'hui je pense qu'il n'est pas forcément adapté donc à cette équipe pour l'instant qui n'est pas bâtie pour performer dans ce système-là. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et aujourd'hui avec toutes ces incertitudes, à mon avis c'était difficile de tirer la quintessence de l'effectif, quoi. Christopher, on sent qu'il manque des joueurs dans cette équipe de Nice. Ouais, clairement on sent que le mercato tardif à un moment le paye aussi. C'est pour ça que moi je suis... plutôt content que Nice ait été capable d'aller chercher ce nul, parce que ce match-là, ils auraient très bien pu le perdre. Et un point de prix, c'est toujours ça de prix, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense qu'ils auraient vraiment pu le perdre. Et s'en sortir avec un nul, c'est pas si mal, finalement, à l'arrivée. Romain, c'est vrai que cette équipe niçoise, elle doit s'améliorer aussi un petit peu dans le jeu. Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont passés à travers, d'autres qui ont réussi leur match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été à un niveau intermédiaire. Après, le contenu, c'est vrai que le match n'était pas fou, mais il jouait début août à 13h à Toulouse. Ouais. Il faisait chaud. Voilà. Fred Joret a failli faire un malaise. Il l'a fait même. Donc c'était, oui, il faisait 35 degrés, match à 13h, donc merci la Ligue. Mais bon, après, c'était le cas pour les deux équipes. Ouais, c'est ce que j'avais envie de dire. Il faisait chaud aussi pour les Toulousains. Ouais, c'est ça. Donc non, mais c'est un premier match de championnat. C'était pas d'un grand niveau, mais voilà, nul logique. Alors, le buteur de cette rencontre, c'est Aaron Ramsey, déjà décisif, alors qu'il avait 2 entraînements dans les pattes avec l'OGC Nice. Aaron Ramsey, Eric, bonne recrue pour l'OGC Nice. On le connaissait, excellent joueur, 2 années après difficile. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Par rapport à son pédigré, on peut dire que c'est un joueur qui devrait apporter quelque chose. C'est un garçon qui... a été un joueur majeur d'Arsenal, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la Juventus. Après, il n'a pas passé le step, on va dire, supérieur, d'être dans un très grand club, ou en tous les cas
top 10 européen, et c'est vrai qu'à la Juve, entre les blessures, c'est un joueur qui a peu joué. Donc mes interrogations, c'est pas sur la qualité de joueur, c'est plutôt sur la capacité aujourd'hui, après 2 ans pratiquement blanches, de pouvoir enchaîner des matchs, des performances dans le temps. On sait que les joueurs qui jouent pas beaucoup pendant un certain moment ont des problèmes de rechute, de blessures, de problèmes aussi de se mettre à niveau physiquement et de garder un bon niveau physique. Donc voilà, les incertitudes, elles se posent là. Par contre, c'est un joueur qui sent les coups, on l'a vu déjà dès son entrée, qui va vite dans la surface de réparation. Arsenal, c'était sa force, c'est-à-dire qu'il allait dans la surface de réparation, il venait souvent du deuxième rideau et il marquait des buts. Après, c'est pas un faiseur de jeu, c'est pas quelqu'un qui va prendre le ballon et qui va organiser le jeu, c'est plus un joueur qui a du volume et qui a un box-to-box réel. Donc voilà, est-ce que le GC Nice en avait besoin par rapport à son profil, par rapport à ses qualités, par rapport à son pédigré? Je dis, ça peut être une bonne pioche. Maintenant, il faudra voir comment il va réagir physiquement à l'enchaînement des matchs, alors qu'il n'a pas beaucoup joué ces dernières années. Ouais, et puis surtout, il y a l'objectif de la Coupe du Monde, Aaron Ramsey, Christopher, ça va arriver vite, ça va être en novembre, donc il va falloir qu'ils se mettent en route assez rapidement aussi, et puis physiquement qu'ils se préservent peut-être aussi un peu pour cette Coupe du Monde. Ouais, c'est clairement la bonne nouvelle pour le gym, cette Coupe du Monde, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de travailler très fort physiquement. On sait que c'est un grand professionnel, donc on n'avait pas vraiment de doute là-dessus, mais au moins, si certaines personnes avaient des doutes sur son implication, etc., il n'y en a plus avec cette Coupe du Monde où il va être obligé de travailler, de s'impliquer, de vraiment chercher à créer vite des automatismes avec ses partenaires. C'est pour ça que la Coupe du Monde est une très bonne chose, encore une fois, pour Nice. Il n'y avait peut-être pas de joueurs comme ça dans l'effectif, Romain, pour le moment encore. Sur le papier, si on se replace quelques années en arrière, un mec titulaire Arsenal qui signale au GC Nice, ça paraît fou. C'est vrai. Non, mais c'est passé 2 ans. Mais il y a eu 2 ans au milieu. Voilà. Il y a eu 2 ans au milieu, ok, d'accord, mais c'est un nom, c'est plus qu'un nom, c'est un mec qui a prouvé en première ligue. Il a marqué 40 buts, fait 46 passes décisives dans sa carrière. C'est un gars qui essaie d'être décisif, il l'a montré dès le premier match. Donc sur le papier, ça a l'air d'être une super bonne pioche. Après, il faut voir, parce que c'est une chose d'être performant sur 12 minutes à Toulouse dans un match où Nice avait pris un petit peu la main mise sur le jeu, et de l'être tous les 3 jours en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, face à des blocs bas, face à des défenses resserrées. Moi, j'espère juste que ça ne fasse pas un peu une sorte de test que Fabregas à l'AS Monaco, qui a eu des petites éclaircies par moment. Des fulgurances. Voilà, des petites fulgurances. Ouais, alors c'est pas vraiment le même joueur. Alors c'est un garçon. Moi, je pense qu'il a besoin d'être dans la plénitude déjà de ses capacités physiques pour pouvoir exploiter le joueur qu'il est. Donc là, je pense que ça va être le rôle de l'entraîneur, le rôle du staff de le gérer à ce niveau-là. Parce que si tu commences à le bazarder titulaire le prochain match et l'enchaîner 3 jours après, tout ça, t'es tranquille que le mec il va se péter. Il va se repéter, il va se faire mal. Donc il va falloir le gérer. Bien sûr qu'il veut jouer, bien sûr qu'il veut. Après, c'est une star au Pays de Galles. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a Bale, c'est le Mbappé du Pays de Galles, et Ramsey, c'est le Pogba ou alors le Griezmann du Pays de Galles. Il faut savoir. Donc lui, d'aller à la Coupe du Monde, il va y aller. Il faut juste qu'il enchaîne les matchs, qu'il joue avec Nice, mais il va falloir vraiment que le staff le gère bien, parce que une reprise comme ça avec beaucoup de matchs, beaucoup de saisons, 2 saisons blanches pratiquement, c'est pas si évident que ça de revenir. Et bien justement, on a posé la question à Lucien Favre à propos de l'état de forme d'Aaron Ramsey. Écoutez la réponse de l'entraîneur de l'OGC Nice. Son expérience déjà, et puis Aaron Ramsey était connu aussi pour mettre des buts. C'est ce qu'il a fait en rentrant à Toulouse. Maintenant, c'est juste un problème de conditions, parce que son dernier match complet, il était, je crois, le 26 juin contre l'Ukraine pour la qualification pour la Coupe du Monde. Puis depuis, il n'a pas rejoué de match. C'était le premier à Toulouse. Et puis, il a joué 15-20 minutes. Donc, il faut y aller vraiment très, très progressivement. Oui, il a quelque chose. Indiscutablement, il sait bien se démarquer. Il peut être efficace devant le but. Et oui, efficace devant le but. Aaron Ramsey, il l'a déjà prouvé face à Toulouse. Et puis, intelligent pour se gérer, peut-être aussi, Christopher. Oui, c'est ça. Je voulais rebondir sur ce que disait Eric. C'est que, certes, il va vouloir jouer beaucoup parce qu'il a manqué de temps de jeu ces dernières saisons. Mais je pense qu'il ne va pas vouloir être avec un ego démesuré, à vouloir jouer tous les matchs. Parce qu'il sait que physiquement il a quelques lacunes ces dernières saisons, et je pense qu'il va être capable avec Lucien Favre de discuter, d'échanger, de se dire peut-être ok, ce match-là je peux m'en passer, il vaut mieux que je sois plutôt présent pour le match d'après. Eric, t'es pas tout à fait d'accord? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est que les joueurs ils veulent tout le temps jouer, donc c'est à l'entraîneur de dire ce match-là, hop,
On fait un peu l'impasse, tu es sur le banc, si on a besoin dans les 10 minutes, tu rentreras à la fin, mais c'est au staff et à l'entraîneur de gérer les temps de jeu des joueurs. Et puis je pense que cette année, il va avoir un effectif, parce qu'on va en parler certainement, encore 2, 3, 4 joueurs qui risquent d'arriver, donc il va avoir un effectif pléthorique, et lui, il aura la possibilité après de gérer les joueurs comme il l'entend, et ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Oui, mais je pense que ça peut bien se passer avec Ramsey à ce niveau-là. Je pense que c'est un garçon qui a l'intelligence pour comprendre si un coach lui dit, là je pense qu'il vaut mieux que tu te reposes. Alors, autre dossier, messieurs, c'est le cas d'Andy Delort. Alors, le cas, c'est un bien grand mot, évidemment, mais Andy Delort replacé dans ce 4-3-3 par Lucien Favre, qui avait plutôt l'habitude de jouer dans un 4-4-2. On pense quand il jouait avec Laborde, par exemple, l'an dernier, ou avec Gouiri ou Dolberg, enfin, il y a 2 saisons, et l'an dernier avec Gouiri et Dolberg. Vincent, on le sent, voilà, pas super à l'aise dans ce dispositif-là, Andy Delort. Bah, c'est sûr qu'à Toulouse, il a certainement fait son pire match sous le maillot niçois. Au milieu d'une charnière assez solide, et il a eu aussi très peu de soutien de la part de ses 2 relayeurs, que ce soit Beka, sa première, elle a été très timide, souvent beaucoup trop d'écart entre les milieux et lui, beaucoup de mal à garder les ballons, manque de soutien dans certains relais, donc oui, en effet, c'est compliqué pour lui pour l'instant de trouver ses repères dans ce système-là, avec 2 joueurs sur les côtés que sont Stengs et Gouiri, qui sont des ailiers par défaut en réalité, parce qu'ils passent leur temps à venir à l'intérieur, et pour l'instant on a le sentiment que ces garçons-là ne jouent pas forcément le même football. Donc il va leur falloir du temps. Nice veut un 9, il va falloir que Delort aussi accepte la concurrence dans quelques semaines. Ça, encore une fois, comme disait Eric, c'est le rôle de Lucien Favre. Ouais. Avant de vous donner la parole, justement, messieurs, à propos d'Andy Delort et ce 4-3-3, on a posé la question en conférence de presse à Lucien Favre sur les difficultés d'Andy Delort dans ce positionnement-là. Écoutez la réponse du coach niçois. 4-3-3, normalement, il doit avoir plus d'appui des milieux des numéros 8. Et c'est ce qui lui manque un petit peu. Voilà. Mais on verra, ça va se corriger. Bien sûr, j'ai vu qu'il c'était pas son. Voilà, il doit beaucoup plus bouger, beaucoup plus se démarquer là, et ça lui coûte des forces. Je crois même qu'à Toulouse, c'est le joueur qui a couru le plus chez nous. Donc ça veut tout dire. Quand même, ce qui est bon signe, c'est qu'il a fait les efforts nécessaires, même si c'était plus dur que d'habitude, quoi. Ça, c'est vrai, Eric, on ne peut pas lui enlever. Andy Delort, il fera toujours les efforts nécessaires pour essayer de marquer un but. C'est un battant, un guerrier. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce positionnement aujourd'hui ? Est-ce que c'est à Nice de s'adapter à Andy Delort, ou Andy Delort qui doit s'adapter au jeu de Lucien Favre ? Non, alors, moi, 4-3-3, 4-4-2, tous les systèmes que tu veux, je pense que les joueurs ils doivent être capables de s'adapter à tous les systèmes quand tu es un bon joueur. Maintenant, la vraie question quand tu as un avant-centre, c'est savoir est-ce que tu as des centres qui arrivent ? Parce que quand tu joues dans un 4-3-3, normalement, c'est que tu as des ailiers qui sont capables de déborder, de faire des différences et de mettre le ballon dans la boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les joueurs sur les côtés pour mettre des ballons dans la boîte ? Absolument. Et en débordement, c'est peut-être là que le bas blesse. C'est pas le fait qu'il est. C'est là. Oui, ouais. Mais sur le début du match, tu as Gouiri, comme l'a dit notre cher Vincent, qui est un ailier par défaut, et Stengs, qui est un véritable joueur de côté, mais qui a mis à rentrer à l'intérieur, donc qui est un faiseur de jeu entre les lignes. Donc du coup, ces centres, ils n'arrivent pas de ces joueurs-là, ils doivent arriver du coup alors par les latéraux. Est-ce que les latéraux ont l'objectif et en tous les cas les consignes d'aller très loin pour aller centrer quand on leur roule les espaces ? Ça, je ne sais pas. Et le talent aussi pour le faire. Donc moi je pense qu'il manque surtout de munitions dans la surface de réparation, parce que lui, quand tu lui mets des ballons dans la surface, en général, qu'il soit à 2 ou tout seul ou machin, il va y aller au charbon. Mais le seul centre qu'il a de Stengs en première, il se rate. Ouais, mais il est là. Il est là. Après, c'est une erreur technique. Donc moi, c'est pas tellement l'histoire du système, c'est en tous les cas comment tu animes le système, quel qu'il soit, pour qu'effectivement tu aies des ballons dans la surface de réparation pour un garçon qui est malgré tout un tueur dans la surface, parce qu'il faut quand même reconnaître ses qualités, et cette qualité, il l'a quand même. Donc après, il faut l'abreuver de ballons. C'est à Kefren Turan, par exemple, un peu le dépositaire du jeu au milieu de terrain niçois, de peut-être essayer de trouver un peu plus, parce qu'on sait qu'il aime bien trouver Amine Gouiri. Kefren Turan, peut-être essayer plus vers Andy Delort aussi ? Peut-être, ouais, mais moi je suis d'accord avec Eric. Pour que Delort il s'illustre, il faut qu'il ait des bons centres. Parce que devant le but, il est pas maladroit. Et je sais pas, 4-4-2, ok, ça marchait avec Laborde, mais l'an dernier, je me souviens pas particulièrement d'un match où, dans le petit jeu combiné, c'est marché avec Gouiri ou Dolberg. Lui, ce qu'il veut, c'est des bons centres, et là, il sera décisif. Le but qu'il met contre Paris, là, c'est un centre de Stengs, il est tout seul dans la surface, hein, il n'a besoin de personne à côté de lui pour marquer. À Reims, la dernière journée, c'est un centre de Brahimi, triplé. Donc oui, en effet. Et puis le regrette en off un peu, Andy, on en a parlé un petit peu vite fait après Toulouse.
il sait mieux que nous, il Ouais. sait que lui il a besoin de ça et qu'à un moment ça manque un petit peu de centre tout simplement pour qu'il se régale. Christopher. Moi, je suis un petit peu de l'avis de tout ce qui s'est dit, mais je pense que malgré tout, il est capable de s'adapter à un 4-3-3. Ce qui est important dans les propos de Lucien Favre, c'est qu'il court. Et un attaquant qui court, ça veut dire que déjà, il est prêt à faire des efforts. Souvent, quand l'attaquant n'a pas envie de jouer dans un système, on le voit peu, on le voit pas beaucoup, on le voit pas forcément courir, il peut être un peu bougon, un peu râler. Tu penses Là, à on le Casper? voit. Peut-être. Non, mais je vois en tout cas un garçon qui est investi, qui a toujours été dans les clubs où il est passé, etc. Et ça dit quand même beaucoup de choses. Encore une fois, oui, il va falloir lui amener des ballons, mais lui aussi, il a quand même ce tempérament pour aller aussi à certains moments mettre le pied où il faut, ou d'autres ne le mettraient pas, mettre la tête là où il faut aussi. Donc je pense que je suis surpris en fait par ce débat. Je trouve qu'il arrive un peu vite dans une période comme ça. Où on cherche des automatismes. C'est pas qui a lancé ce débat d'ailleurs. Où on est sur la première journée de C'est la championnat. première quoi. En gros, il dit que ton débat il est pourri. Non, mais je trouve que Merci ça arrive vite. Christopher, tu reviendras pas la semaine prochaine. Non, mais rouge, c'est Non, rouge mais- là. Bon, je sors. Non, mais c'est vrai que je me dis, on peut peut-être attendre. Il y a le match du quelques Torino journées. aussi, on se base aussi le match du Torino Bien sûr. où il marque pas, il nous habitue Ouais, à mais il y a marquer une des buts. victoire au bout. Ouais. Il n'y a pas de défaite pour l'instant non plus avec ce système, en tout cas sur ces deux Bon, matchs-là. le débat, il a tué le. Non, mais. Bon, alors en tout du cas, coup je le me dis, prochain débat, Quoi, ça sur Mario Lemina, on zappe aussi. Qu'est-ce qu'on fait, Christopher? Parce que oui, on doit parler évidemment de Mario Lemina qui est sur le départ, nous dit-on du côté de l'OGC Nice. Et pourtant, Vincent, Ah non. il est rentré, il a été bon. Et du coup, il est plus sur le départ. Ah, C'est tout le ça c'est la charme. petite dernière info. Mais c'est Vincent tout le nous charme dit. du mercato niçois. En fait, d'un jour à l'autre, c'est très mouvant en fait. Alors souvent, Donc c'est au bien gré- réfléchi quoi. En fait. souvent au gré des humeurs des uns et des autres. Mais en effet, Mario Lemina, qui avait clairement un bon de sortie avec Morgan Schneiderlin, deux gros salaires, on comptait plus forcément sur eux. Bon, pour Morgan Schneiderlin, ça semble être compliqué. Je le vois pas faire une sorte de remontada dans la hiérarchie des milieux de terrain. Mais en effet, Mario Lemina, il a joué 30 minutes à Toulouse. Ça a été le meilleur milieu de terrain niçois. Il a clairement fait beaucoup mieux que Rosario devant la défense. Et Lucien Favre, aujourd'hui, il veut plus s'en passer. Donc, il nous l'a dit encore ce vendredi. Aujourd'hui, il compte sur Mario Lemina. Sauf qu'il sait pas, voilà. Sauf que Mario Lemina, on lui a fait comprendre que s'il y avait une porte de sortie pendant tout l'été, il fallait qu'il s'en aille. Et Fallait maintenant, on qu'il lui dit, voilà. Donc c'est compliqué. Et moi, je suis à la place du joueur. Vous êtes bien mignon, mais alors si j'ai une opportunité de sortir, Eric, il a en tout cas montré sur les 30 minutes qu'il a joué à Toulouse qu'il était toujours à l'OGC Nice et qu'il avait la tête à l'OGC Nice, ça Non, c'est mais il a sûr. surtout montré que ça reste un bon joueur, mais qui en doutait. C'est un garçon qui a aussi un background derrière lui, qui a joué à l'Olympique de Marseille, qui est allé en Angleterre, qui a joué aussi quand il était en Angleterre. Donc bon, ça reste un bon joueur de football. Donc tu parles de remontada. Pour éventuellement faire une remontada, il faut te mettre sur le terrain déjà. Le pauvre Schneiderlin, s'il est jamais sur le terrain, il pourra jamais la faire, c'est sûr. Maintenant, à Lemina, on lui donne du temps de jeu. Comme c'est un bon joueur, il a montré qu'il était capable, peut-être aussi à un moment du match où les autres étaient un peu plus fatigués. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte quand tu rentres dans un match. Donc, il montre à son coach, mais aussi aux autres clubs. Bien sûr, et donc moi, ce qui j'attire l'attention sur le fait que on a donc une réflexion sur un mercato, sur une construction d'effectifs, ou reconstruction d'effectifs. On considère qu'il y a des joueurs qui font plus partie du projet, on leur signale, et puis après ils font 30 bonnes minutes, et donc ça chamboule tout, et donc maintenant on les garde. Alors, je veux dire... Tu penses qu'il n'y a pas de ligne directrice là sur le mercato de je l'OGC Nice? me pose quand même un peu des questions, parce que tu vois l'info que tu donnes, moi je l'ai pas, parce que je suis pas comme vous, je suis pas au quotidien avec l'effectif, en tous les cas dans les conférences de presse et tout ça, mais alors, je me place vraiment comme un observateur, et je dis tiens c'est un peu bizarre quoi, je veux dire. Navigue à vue, quoi. Oui voilà, on navigue un peu à vue quoi. Oui, mais c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de... Il est clair, hein, Lucien Favre. de directeur sportif et de directeur général aussi dans ce club pour l'instant. Honnêtement, C'est quand j'ai ça. vu la deuxième mi-temps à Toulouse et son entrée, j'ai pas compris. Honnêtement, j'avais lu les papiers où Vincent expliquait, William expliquait aussi que voilà, c'était devenu un indésirable un petit peu au club. Quand je le vois rentrer et que je vois ce qu'il apporte au milieu de terrain, même l'année dernière, il fait pas une mauvaise saison, loin de là. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce choix du club de vouloir s'en séparer. Gros salaire, on soupçonnait. Alors je sais pas si c'est Ceux au qui niveau- arrivent, ils ont des petits salaires en fait, ça doit être ça. Ouais, Ramsey, il a pas un... Non, pas terrible. un gros salaire. Moyen. À 5 chiffres. Mais c'est uniquement ces 30 minutes qui ont retourné l'opinion. Ça va très vite dans le foot. Ouais. Alors après, tu as quand même des entraînements tous On les fait des jours. débats Enfin, sur je veux de dire, moi je peux comprendre aussi. Alors, je commanderais plus qu'un entraîneur ou alors un staff ou voilà une direction sportive disent. Au départ, c'est vrai qu'on comptait pas trop sur lui, mais ce qui monte depuis le début de la préparation, les matchs amicaux, tout ça, et puis là il rentre. Bon, voilà, il a quelque part retourné un petit peu notre avis.
Mais juste sur les 30 minutes de Toulouse, bon, en plus tu rencontres Toulouse, c'est quand même une équipe promue, voilà, où elle sera Toulouse à la fin de la saison, je sais pas, mais bon, ça va être une équipe qui va quand même certainement batailler pour pas descendre. Donc voilà, il faut être un peu plus, je pense, cartésien, un peu plus, je sais pas, avoir un peu plus de réflexion dans ce qu'on veut mettre en place et comment on veut reconstruire cette équipe et comment l'améliorer surtout. Voilà, parce qu'après, on va certainement parler des joueurs qui sont arrivés, ceux qui sont partis, et de voir si l'effectif il s'est réellement amélioré, parce que la vraie question, elle est là. Allez, avant de parler justement du mercato, on va passer aux Zap Gym. Les caméras d'OGC Nice TV ont repris leurs bonnes habitudes et nous proposent d'entrer dans les coulisses du club. Regardez, c'est le Zap Gym. Vas-y, go. T'es prêt ? Vas-y, tu me dis ce que tu veux. La même avec le sourire. Smile. Don't smile. Normal. 1, 2, 3, 4. Ah 3, 4. Ah gros, mais du rageant, moi je t'en envoie de la rage. Je te souhaite un joyeux anniversaire. En anglais, c'est facile, hein. Thank you. Sourire à la caméra d'abord. Il est passé bien ton épaule ou quoi ? Je pense qu'il faut qu'il atterrisse plus le droit. Voilà, au moins là, applique-toi. Je peux le relancer parce que. Ouais, fais gaffe à tes mains. Il n'y a pas un bon lanceur de t-shirt aussi. Fais plus fort encore. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. On fait ces exercices tous les ans et puis quand je viens ici, je suis obligé de venir. Vous venez contre Strasbourg ou pas? La semaine prochaine. Justement, oui, j'aurais bien voulu, mais bon, malheureusement, je remonte. Qui fait Ça, c'est la marche mythique. qui fait le Qui on tir rend en trophée? Carlos Conti. Non, il sera là quand même. Pour l'embrasser de ma part, le coach, quand il faisait comme ça. Et si tu regardes les images sur YouTube, quand je marque, je crois, le 4e but, il fait comme ça. Il était heureux aussi. Hein. Dans le 4e, Robbie Langers tout seul, le coup de chavouille, Robbie Langers qui va marquer, qui marque. Extraordinaire. Goal. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle passe décisive de Miloš Jelmar. Alors, Carlos, cher coach, je suis content d'entendre que tu reviens pour ce match mythique qu'on a vécu ensemble à l'époque. Je me souviendrai toute ma vie du match, de ce que tu nous as dit avant le match et ce qu'on a fait pendant ce match-là. Le rêve, on a fait quelque chose qui, je pense que tout le monde en parle encore de ce match ici à Nice. Et je suis content aussi que tu n'as jamais dû signer à la NPE, comme tu as dit avant le match. Je t'embrasse très fort, grand goléador et à très bientôt. Et voilà donc Robbie Langers de retour dans son club de cœur à l'OGC Nice. C'était sous les caméras du Zap Gym, un Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. Messieurs, on ouvre la page Mercato, les dernières indiscrétions. Alors on a d'abord parlé de Mario Lemina déjà avec toi, il devrait rester mais on ne sait pas, finalement c'est une incertitude. D'autres petites infos, Vincent ? Il reste 15 jours, donc ça peut vraiment bouger dans tous les sens. Il va falloir aussi à un moment dégraisser cet effectif, mais ils ont du mal pour l'instant à vendre des joueurs. Ce qu'on peut dire, c'est que Francis Amouzou, qui était très proche de s'engager à l'OGC Nice en début de semaine, s'est finalement éloigné. Anderlecht a vendu Sergio Gomez à Manchester City pour à peu près 20 millions d'euros, donc n'a plus forcément besoin de liquidité, et donc forcément joue un petit peu le jeu de la surenchère avec l'OGC Nice, qui n'a pas forcément envie d'être un petit peu le dindon de la farce, sachant qu'ils ont quand même déjà payé assez cher certains dossiers. BK, entre 12 et 15. Viti, qui a joué une vingtaine de matchs en Serie A, c'est presque 15 millions. Donc il y a eu quand même beaucoup de dépenses. Donc Francis Amouzou, pour l'instant, son coach en plus veut absolument le garder. C'est plus éloigné de l'OGC Nice que rapproché.
Ce qu'on peut dire, c'est que Lucien Favre attend toujours des ailiers de percussion, parce que ce soit Stengs et Gouiri, ils ne répondent pas forcément à ses besoins à ces postes-là. Et une doublure, voire un titulaire au poste de numéro 9. Voilà, on va reparler du dossier Cavani, qui est un petit peu ce serpent de mer. Comme on l'a dit la dernière fois, il ne faut absolument pas faire confiance au président River sur ces dossiers. Quand il nous dit que le dossier est clos, ça fait une semaine, Cavani, il est toujours libre, il est toujours pas en Espagne, il a refusé Boca Juniors. Donc voilà, il faut suivre attentivement ce dossier. Il y a des garçons aussi qui regardent attentivement ce qui se passe. Un garçon comme Neil Maupay, il lui reste 1 an de contrat à Brighton. Il s'intéresse pas mal à l'actualité de l'OGC Nice. Un œil toujours sur Justin Kluivert aussi. Ça, pour l'instant, j'ai pas d'infos, mais c'est un joueur que Nice apprécie. Mais en fin de mercato, c'est des salaires colossaux. Il devait pas aller à Marseille. Non. Pour l'instant, il est toujours. Parce que c'était annoncé à un moment. Absolument. C'est un salaire colossal, Justin Kluivert, pour malheureusement un rendu sur les 3 derniers mois assez pauvre. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et ce serait un transfert pour Kluivert, du coup ? Oui. Je sais pas combien il reste de contrat, 1 ou 2 ans, mais un transfert, c'est minimum 10 à 12 millions. Donc voilà, ça risque d'être animé. Et Lucien Favre ne cesse de répéter que lors de son premier passage à Nice, il a eu ses 3 meilleurs joueurs la dernière semaine du mercato, que ce soit Dante, Younes Belhanda et son ami Mario Balotelli. Eric, tu as été directeur sportif du RC Lens. On est dans les 15 derniers jours du mercato, ça va pas encore s'affoler. C'est quoi ? C'est les 3-4 derniers jours ou c'est vraiment à fond là ? Non, enfin, on a toujours l'ambition de pouvoir satisfaire les désirata de son coach le plus rapidement possible. Alors des fois, ça se passe dans les derniers jours parce que c'est toujours une espèce de poker menteur avec les clubs. Tu as des clubs qui veulent en fait vendre des joueurs, mais ils disent qu'ils veulent pas les vendre pour faire monter. Et puis après, à un moment donné, quand tu arrives à la date limite, il faut bien que tout le monde se découvre. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des choses qui se passent. Mais bon, il y a des joueurs quand même sur le marché. En tous les cas, quand tu connais le marché, quand tu connais les réseaux, qui sont sur des profils que tu viens de dire et qui pourraient peut-être même être des joueurs en prêt, qui coûteraient moins cher. Et voilà, je pense Nicolas Pepe à Arsenal, je pense pas que Arsenal compte forcément sur lui, quoi. Je veux dire, et c'est un joueur de percussion qui joue sur le côté. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tu l'as proposé à Dave Weisfeld ? Non, mais il faut avoir l'info, il faut savoir ce que. J'ai pas proposé, mais après, tu as dit j'étais à Lens, oui, mais j'étais aussi à Watford, donc je connais bien la situation de pas mal de joueurs, et notamment français en Angleterre. Et il faut savoir qu'en Angleterre, les effectifs sont encore plus grands, avec beaucoup de bons joueurs, et que c'est difficile pour beaucoup aussi de faire sa place. Donc Neil Maupay a vraiment fait sa place là-bas. D'abord dans un club où il les a aidés à monter, en marquant beaucoup de buts en deuxième division, et puis après à Brighton où il a continué à marquer des buts en première ligue. Donc voilà, c'est des profils, pourquoi pas. Mais il est évident que quand on connaît bien le marché, comme tu le dis, on n'a pas besoin non plus d'être d'un nom de la farce pour effectivement surpayer des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Ineos, qui est le propriétaire de l'OGC Nice, a forcément de l'argent. Mais tu le sais mieux que nous, mais en plus, dans un mercato, il y a vraiment aussi une question de timing. C'est-à-dire que certains dossiers, si tu tapes pas au moment, à l'instant T, ça te passe sous le nez. Marcus Thuram en début de mercato, tu peux le faire. C'est déjà pas normal que tu puisses éventuellement te rapprocher d'un tel joueur. Quand t'es Nice, il a une dynamique sauf qu'il fait une saison dernière qui est très mauvaise. Il est international français. Voilà. C'est quoi son ambition lui ? International français, il veut aller à la Coupe du Monde, il veut jouer en Champions League, je pense. Absolument. Est-ce qu'il vient ? Mais ça s'ouvre un moment avec Nice. Et à partir du moment où il reprend le championnat, il reprend le championnat, première journée, but de Marcus Thuram. Lui, il a Nice, mais il a aussi d'autres clubs. On va voir ce que ça va donner sur ce mercato. En tous les cas, il y a eu plusieurs joueurs qui ont refusé de venir à l'OGC Nice depuis le début de ce mercato. C'est le pour-contre de cette semaine. Nice est-il vraiment un club attractif ? Avant de donner la parole à Vincent et à Christopher pour ce pour-contre, on va voir le tableau des joueurs qui n'ont pas voulu venir à Nice cette saison. Évidemment, il y a des beaux noms. On pense à Yann Sommer, le gardien de but, Kalim Mwando qui a signé à Rennes, Marcus Thuram, Alassane Plea, Houssen Aouar, Cavani. On le met entre parenthèses pour l'instant, même si on en parle Toulouse. On sait pas. Et Alex Telles. Voilà, ça c'est les joueurs que nous avons ciblés, nous, et qui auraient refusé ou qui ont refusé de venir à l'OGC Nice. Donc, Nice est-il un club attractif ? On va donner la parole d'abord au bisu. Christopher, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est compliqué quand même pour Nice encore d'être attractif. Déjà par rapport à ce qui s'est passé en coulisses cet été, ça peut un peu amener un manque de lisibilité au sein du club pour des joueurs qui pourraient être intéressés. Julien Fournier est parti,
Qui va le remplacer? Est-ce que quelqu'un va le remplacer? Comment ça va se passer? Ça, je pense que déjà, ça peut un peu inquiéter aujourd'hui des joueurs. Ensuite, je pense qu'il y a aussi ce problème d'affluence, mine de rien. Ça manque de monde dans cette Allianz Riviera. C'est un beau stade, c'est un stade moderne. Je pense que les joueurs aussi ont envie de vibrer, ont envie d'être portés. Il y a malgré tout toujours 15, 16, 17 000 personnes globalement dans ce stade, mais c'est pas un stade qui est plein, ça pourrait être un chaudron encore plus important. Et je pense que les joueurs ont peut-être pour certains besoin de peut-être jouer devant un peu plus de monde. On connaît après les problématiques de ce manque d'affluence parfois à l'Allianz. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission. Et le troisième point que je mettrai en avant, c'est le fait que Nice, certes, va jouer une Coupe d'Europe, mais ça reste la C4 et que aujourd'hui, pour l'instant en plus, c'est un barrage qui les attend. C'est pas encore fait, ils sont pas encore dans une phase de poule. Là aussi, quand on voit Kalimundo part à Rennes va jouer la C3, c'est un peu plus intéressant. C'est pas la Ligue des Champions, mais c'est un peu plus intéressant. Il va dans un club aussi qui a joué récemment la Ligue des Champions. Nice l'a joué il y a un peu plus longtemps. Voilà, tous ces paramètres-là font que pour l'instant, Nice manque peut-être encore un peu d'attractivité. Juste pour te compléter, avant de te donner la parole, Vincent, juste pour compléter ce que tu as dit, Nice est en train quand même de battre son record d'abonnés avec 14 000 abonnés cette saison. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de prendre également. Donc on va voir évidemment ce que ça donnera sur le reste des matchs. Mais voilà, c'est juste pour compléter aussi ton propos. Vincent. Quand il parle, il n'a pas tort sur l'affluence, mais il y a quand même pas mal de très bons joueurs qui vont s'engager avec l'AS Monaco, et tu signes pas forcément à l'AS Monaco pour la ferveur du public, tu signes quand tu es étranger peut-être pour d'autres raisons, mais en règle générale sur le plan sportif tu y vas pas forcément pour l'affluence et la chaleur du public. Nice, ça reste quand même en France, je sais pas s'il y a meilleur endroit pour jouer au foot en termes de pour vivre. Franchement, on se déplace assez toute l'année pour se rendre compte qu'il n'y a pas mieux. Un cadre de vie exceptionnel. Aujourd'hui, un club avec un actionnaire capable de donner quand même de gros moyens, des salaires quand même assez élevés. Donc pour moi, Nice remplit toutes les cases pour devenir l'une des têtes d'affiche de ce championnat et faire venir de grands noms. Sauf qu'il y a un moment, il faut se donner les moyens de franchir un cap et de convaincre ce grand nom. Edinson Cavani par exemple, ou un autre, à un moment donné, si tu lui offres un package assez exceptionnel, tu parles d'argent là? C'est argent, tout, une école internationale pour les enfants, il y a tout sur la Côte d'Azur. Il y a tout sur la Côte d'Azur. Quand tu vois que Cavani, il a été un moment proche de s'engager avec Boca Juniors, c'est exceptionnel comme club Boca Juniors. C'est l'Argentine, un pays fait de passion. Mais il faut demander à Dante qui est arrivé en 2016, ça fait 6 ans qu'il est là, il n'est jamais parti ailleurs. Et en général, la Côte, ça reste quand même un endroit où on se sent bien, où tu peux vivre avec la famille, et il y a cette possibilité aujourd'hui de jouer le top niveau en France. Tu parles du cadre, certes, mais Eric, je vais te relancer là-dessus. Le cadre, il est exceptionnel, on le sait tous, mais le club, l'équipe en elle-même, est-ce qu'elle est attractive aujourd'hui, avec cette place qui n'est pas encore attribuée, qui n'est pas sûre en Europa League, avec des changements de poste, comme le disait Christopher, au niveau de la direction, toutes ces choses la jouent quand même. Déjà, je vais éliminer tout de suite cette histoire de lisibilité. Les joueurs, ils en ont rien à se taper de savoir qui c'est qui est le directeur sportif, le machin. Je vous rassure, le joueur, ce qui l'intéresse, c'est savoir quelle compétition sportive il va jouer, le salaire qui va être au bout et où est-ce qu'il va vivre. Voilà. Le stade, s'il est beau, s'il y a du monde, c'est super. S'il y a moins de monde, tant pis, mais c'est mieux s'il y a du monde, tout ça. On est bien d'accord. Mais par contre, à Nice, je dirais pas que c'est un club qui est attractif, je dirais que c'est un club super attractif pour moi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, tu as derrière un actionnaire qui peut faire passer un palier à ce club-là, en termes de budget, en termes de rémunération pour les joueurs, en termes d'histoire aussi à écrire. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans un club qui n'a rien gagné depuis combien de temps ? 25 ans. Donc, tu as tout à gagner en venant ici, quelque part. Et peut-être, tu peux être le joueur, ou en tous les cas, faire partie d'une équipe qui va s'inscrire dans l'histoire d'un club. Quand tu vas à Paris aujourd'hui, tu sais que tu vas être champion. Mais voilà, le Graal, c'est juste d'aller gagner la Champions League. Donc, c'est quand même plus simple d'aller dans ce club-là, à Nice, avec tout ce que tu as décrit autour. Je dis, alors bien sûr,
si tu me parles de Messi, si tu me parles de Neymar, si tu me parles des top Ils sont pas dans la joueurs liste, aujourd'hui, non mais si tu me parles de ces top joueurs-là qui sont déjà dans des clubs titulaires dans les top 8, top 10 européens, c'est sûr qu'ils viennent pas à Nice. Mais par contre, tu dois pouvoir cibler le garçon qui a 25-26 ans, qui est déjà un très bon joueur, tu vois, le Verratti qui, quand il est arrivé au PSG, voilà, ces joueurs-là qui à un moment donné vont écrire l'histoire du club. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'extrême de prendre des joueurs qui sont déjà pratiquement à l'apogée de leur carrière, parce qu'au crépuscule de leur carrière, et des très jeunes joueurs qui sont en train de, qui n'ont pratiquement rien. T'as pas d'entre-deux. Et dans l'entre-deux, je pense que tu dois avoir des joueurs de 27-28 ans qui sont déjà des très bons joueurs de très bons clubs et qui peuvent venir à Nice pour relever un challenge. Ça doit être ça, je veux dire, le cœur de l'équipe aujourd'hui. Alors, écoutez les arguments des uns et des autres, Romain, est-ce qu'on se dit pas, c'est la faute peut-être des dirigeants qui n'ont pas su convaincre ces joueurs-là? Peut-être, ouais. Un peu dans la sauce, là, Romain. Non, mais après, il faut dire aussi un truc. La liste que vous avez mise, si les joueurs ne veulent pas venir, il ne faut surtout pas vouloir les prendre. Mais moi, surtout je pense que pas. c'est les profils, en fait. C'est ce que tu disais. Sommer, il a une histoire avec Gladbach. Ça fait des années qu'il est là-bas. Cavani, il a tout gagné avec le PSG. Sommer, je pense qu'il avait surtout une histoire avec la prolongation, quoi. Voilà. Avec au niveau financier, ils leur faire la bascule, évidemment. Ils ont su le convaincre. Et il est si resté parce qu'il est... Si l'OGC Nice s'aligne sur Mönchengladbach, peut-être que Sommer vient aussi à l'OGC Nice au niveau du... J'en sais rien, mais aujourd'hui, est-ce que Sommer... je veux dire, on a pris un gardien qui était en première ligue, que je connais très très bien. Bon, je pense que c'est un bon gardien. Bon, c'est un robot, hein. Il est immense, dans le but, il prend beaucoup de place et tout ça. C'est OK. Mais est-ce que c'est une plus-value par rapport à Benitez? Je ne suis pas sûr, et je pense qu'il coûte beaucoup plus cher que Benitez. Voilà. Donc, la vraie question... Et en plus, il est beaucoup plus vieux que Benitez. Donc, la vraie question, elle est là. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais partir un joueur et tu le remplaces par un autre, c'est que si tu vas aller là-haut, c'est qu'il faut que tu amènes vraiment une plus-value. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie plus-value déjà, sur ce poste-là. Alors, après, Sommer, pour moi, c'est pareil que Schmeichel, je dirais même que c'est peut-être même un ton en dessous que Schmeichel. Donc je regrette pas que Sommer soit pas venu. Parce mais que Kalimundo, par exemple, l'argument qu'a Christopher, c'est clairement la Coupe d'Europe qui joue, non? Je sais pas, mais en tous les cas, Kalimundo, c'était un profil d'un jeune attaquant qui a déjà montré des choses en France, qui a marqué quand même des buts en France, et tu pouvais te dire que tu pouvais construire avec lui quelque chose sur les 3, 4, 5 prochaines années. Quoi. Oui, mais là, pas voulu mettre les 25 millions. Mais ça se joue là, ça se joue entre Rennes et Nice, et à un moment, c'est pareil, une question de timing, il faut sortir. Quoi. Ouais, et je pense que là, tu es dans les deux clubs qui sont les clubs avec l'actionnaire derrière qui voilà, t'as c'est les deux vrais concurrents. T'es deux hommes qui sont les plus riches propriétaires de clubs en Europe. Quoi. Ils jouent dans la même catégorie, quoi, les deux. D'ailleurs, Mandanda, par exemple, il va venir à Nice, voilà. Et après, aujourd'hui, t'es bon joueur de Ligue 1, en gros, t'as Paris qui Rennes est une très belle ville aussi pourtant, mais c'est pas Nice. C'est sympa, mais c'est plus sympa de venir à Nice, je pense. Après, pour revenir sur ce que tu disais, ça fait 25 ans que Nice n'a pas gagné de titre, c'est vrai, mais par exemple... tu dis ça peut être quelque chose qui peut aussi convenir aux joueurs, écrire une histoire avec ce club, etc. Quand on voit qu'Alexis Sanchez choisit Marseille aussi parce qu'il dit c'est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions, les trophées, mine de rien, et l'histoire aussi dans un club, ça compte. C'est-à-dire que je pense aussi dans l'attractivité, il manque peut-être ça encore à Nice. Moi, il faut savoir un truc, c'est que quand on fait les conférences de presse, les joueurs qui arrivent, ils disent aussi toujours des choses. Parce que les éléments de langage sont donnés par le club. Alexis Sanchez, j'attends de voir quand même s'il n'est pas cramoisi de chez cramoisi. Parce que tu vois, je veux dire, quand je vois Marseille qui prend Alexis Sanchez, je me pose des questions, mais bon, si l'Inter Milan le lâche pour 0, le paye. On est d'accord sur le profil pour de partir Sanchez. Et tout ça, tu vois, je veux dire, j'aurais peut-être pas pris Alexis Sanchez, j'aurais peut-être fait notre attaquant. Quoi, tu vois, quand je suis à l'OM et que je vais jouer à la Ligue des Champions, j'en sais rien, mais après j'espère pour l'OM qu'Alexis Sanchez va être très très bon. Mais j'ai quand même ce doute-là. C'est un garçon qui est. Oui, non, j'espère pour l'OM, je dis j'espère pour eux, mais qu'ils ne se soient pas trompés. Mais j'ai quand même pas mal de doutes sur son profil, par exemple. Tu vois. Romain, la synthèse. Ouais, non, mais je voulais faire un parallèle par rapport au PSG. Quand les Qataris arrivent en 2011, le club il était attractif en France, mais pour faire capitale, non, mais pour faire venir des grandes stars internationales, c'était dur. Ils ont surpayé Pastore. Il a fallu attendre Zlatan. Ils ont surpayé Pastore 42 millions d'euros. Absolument. Et c'était une première vague de gros transferts qui ont permis ensuite Zlatan, Thiago Silva, tout ça. Je pense que Nice. Il faut qu'il paye un peu à un moment donné. Bah oui. Il faut surpayer. Il faut à un moment donné aller chercher ta tête de gondole. Et le PSG, ça a été quand même deux. Ça a été Thiago Silva et ça a été Zlatan. Donc, et c'est vrai qu'à un moment donné, tes têtes de gondole, forcément, peut-être que quand tu es un club qui n'a pas le palmarès, pas aujourd'hui, tu es dans la...
il faut peut-être effectivement un peu surpayer. Ouais. Donc, tu surpayes déjà sur les jeunes. Comme disait Jean-Claude Godin à Franck McCourt à l'Olympique de Marseille, va falloir sortir le chéquier. Donc Dave, si tu nous écoutes, va falloir sortir le chéquier pour attirer la tête de gondole du côté de l'OGC Nice. Voilà donc le débat pour contre de cette semaine. Mais si on passe au match contre Strasbourg, c'est dimanche à 17h05, très précise, à l'Allianz Riviera. Tu l'as dit tout à l'heure, Vincent, confirmer le bon match nul à Toulouse. Ouais, beaucoup d'originalité dans ses propos. Gagner à domicile, prendre les 3 points. Ouais, voilà, un match très intéressant à suivre face à une équipe qui avait fait très mal à l'OGC Nice la saison dernière et très mal à la tête de Christophe Galtier, qui avait perdu 3-0 au mois de novembre. Ça avait marqué une première cassure la saison dernière. Une très belle équipe de Strasbourg, bien organisée, pour moi certainement avec à sa tête l'un des meilleurs entraîneurs français. Un joli test pour Lucien Favre et ses hommes. On va écouter justement Lucien Favre à propos de cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Il est devant la caméra de Phil Bertini. Strasbourg a fini 6e l'année passée. C'était très serré. Le tour final, enfin les 6, 7, 8 premiers, c'était assez serré. Et puis c'est une équipe qui joue, qui est fidèle à son système de 3-5-2. Je crois qu'ils ont changé de système de jeu l'année passée, où il y a une année après 4-5 matchs, parce que leur système ne convenait pas à leurs joueurs. Et puis ça s'est bien passé avec ça, quoi. Ils sont efficaces, ils défendent pas mal. Et je veux dire, contre Monaco, où ils ont changé leur système à 15 minutes de la fin, ils ont eu 2 immenses occasions où ils peuvent faire 2-2 et 3-2 pour eux, au lieu de perdre 2-1. Donc ça situe la qualité et le niveau de cette équipe, quoi. Belle équipe, cette équipe de Strasbourg, Eric, mais il lui manque toujours un petit truc pour passer le cap, on l'a vu la saison dernière, et peut-être qu'elle peut accrocher les places européennes, à la fin il manque quelque chose, quoi. Après tu finis 6e, y a qui devant? Tu regardes les équipes qu'il y a devant, mais ils finissent devant des équipes comme Lyon, je pense. Ils finissent devant des équipes normalement qui sont des équipes tu vois, qui ont montré des choses. Donc le parcours de Strasbourg et la progression de Strasbourg sur les dernières années, parce que ça a été crescendo. Au départ ils sont arrivés en Ligue 1, ils ont souffert 1 ou 2 saisons, puis maintenant on va dire ils souffrent plus. Je veux dire, c'est une équipe qui est bien établie, avec un bon entraîneur, tu l'as dit, avec un système cohérent. Alors là tu as vraiment 2 attaquants devant, mais t'es pas obligé de jouer en 4-4-2 pour avoir 2 attaquants devant, hein. Tu peux jouer aussi avec 3 défenseurs centraux, des joueurs dans les couloirs si tu veux descendre. Donc les systèmes, tout ça, je dis les systèmes, c'est les animations qui sont importantes. Et c'est vrai que moi j'aime bien cette équipe parce que justement tu as 2 garçons devant qui prennent de la place, qui mettent de l'impact dans la surface de réparation, que ce soit Jorge, que ce soit Diallo, que ce soit Gamero, avec un profil différent. Donc voilà, c'est une équipe qui est difficile à jouer, et c'est vrai que ça va être un véritable test pour les Niçois. T'as un garçon, je me permets, Eric, qui parlait de ces garçons de 27-28 ans. Il y a un gars qui ressort jamais, je trouve, c'est le petit Thomasson, petit. Thomasson, 28 ans. Il fait toujours des saisons quand même plus que correctes, ce garçon. Beaucoup de passes, beaucoup de buts, mais on n'en parle jamais. C'était déjà un peu le cas à Nantes. Dans l'ombre, un peu comme ça, on n'en parlait pas trop. Ouais, bon, est-ce que c'est un joueur pour l'OGC Nice et qui va faire passer... Moi, là, c'est toujours, j'ai dit, tiens, est-ce que ce joueur, demain, tu le mets à l'OGC Nice, est-ce qu'il fait passer un palier à... Non, mais je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est un garçon. C'est pas le même profil du tout, mais bon, voilà. La vraie question, c'est de savoir à un moment donné qui va, à un moment donné, prendre les mecs. Voilà, Zlatan, quand il est arrivé à Paris, il a pris les mecs sur son dos et puis il les a amenés, quoi. Il leur disait de pas parler, il parlait pas à la presse. Il leur disait, tu fais ça, et hop. Voilà, mais à un moment donné, tu es obligé de passer par là pour grandir, quoi. Christopher, tu as vu évidemment le match de Strasbourg contre l'AS Monaco. Se méfier des fins de match, il a dit, Lucien Favre, parce qu'ils ont fini très fort, les Strasbourgeois. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une équipe qui lâche rien. Je l'ai trouvé quand même bien ballotté par Monaco sur l'ensemble du match, mais voilà, elle a su à un moment se remettre à l'endroit, remettre la marche avant et pousser fort. À la Méno, forcément, avec son public aussi, cette équipe a été portée. Ce sera moins le cas, bien évidemment, à Nice, mais il y a quand même d'énormes qualités dans ce groupe-là. Donc méfiance. Ouais, mais il y a quand même des largesses dans la défense, quand même. On voit que les Monégasques ont su souvent étirer un peu ce groupe, cette équipe de Strasbourg, passer sur les côtés. Donc la clé, elle sera peut-être là, Romain, essayer de passer sur les côtés, même si on n'a pas des ailiers de formation, on va dire ça comme ça. J'espère, mais l'an dernier, Nice n'a marqué aucun but à Strasbourg, ni à l'aller, ni au retour. Donc pour une défense des largesses, de toute façon, oui, il va falloir passer par les côtés, clairement. C'est toujours dans le dos des latéraux qu'on utilise du coup les espaces sur une défense avec 3 centraux. Tu regardes les joueurs quand même de cet effectif-là, notamment de la défense. Tu prends Niamzi, qui est on va dire un peu une révélation l'année dernière, mais qui était un remplaçant à Rennes.
Perrin, qui était un remplaçant formé à l'OM, qui était un remplaçant à l'OM. Et tu as Djikou qui était sur le dernier, qui était un peu sur le départ. Mais Maxime Marchand qui est revenu, qui a été pas mal blessé. Mais je parle de la saison dernière. C'est avec cette charnière à 3 joueurs qui étaient des joueurs. Alors je parle même pas des salaires qu'ils doivent avoir à Strasbourg et du budget de Strasbourg. C'est exceptionnel quand même ce qu'ils font, parce que ce sont quand même des joueurs que Stéphane a amenés, qui les fait progresser, et que les mecs ils arrivent à avoir des résultats avec un budget qui est, à mon avis, forcément pas le plus gros budget de la Ligue 1, quoi. Vincent, on passe à la compo probable de cette équipe de l'OGC Nice face à Strasbourg. Des petits changements et peut-être une surprise dans ce 11 niçois. Vincent, tu vas nous dire tout ça. Oui, alors dans la cage, Marcin Bulka va laisser sa place à Kasper Schmeichel parce que le gardien polonais souffre du dos, donc il ne s'est pas entraîné ces derniers jours. Donc on va assister à la première de l'international danois. À droite, une petite pièce sur Youssef Attal qui pourrait prendre la relève de Lotomba qui n'a pas été bien brillant à Toulouse. La charnière Todibo Dante, pas de surprise. À gauche, Barre en attendant. Faute de mieux. Ouais, après en attendant un éventuel concurrent, parce qu'il n'est pas dans la forme de sa vie, Melvin Barr. Il a été en grande difficulté à Toulouse, notamment dans la profondeur. Devant la défense, donc le retour de Mario Lemina, qui est redevenu un essentiel aux yeux de Lucien Favre. Kefren Thuram indéboulonnable. La petite surprise, c'est la première titularisation, voilà les petites infos qu'on a pu récolter, de Raré Chilier au milieu, qui a fait une bonne entrée à Toulouse. Et devant, ça se jouera entre Stengs et Brahimi sur le côté droit, Delors dans l'axe et Gouiri sur le côté gauche, qui doit faire beaucoup plus que lors des derniers matchs. Même si Lucien Favre nous a dit qu'en ce moment, le poste peut-être où pourrait ou devrait jouer Amine Gouiri, c'est dans l'axe. Il l'a dit ça en conférence de presse, pour le rassurer un petit peu sur ses capacités, quoi. C'est ça. C'est vrai que Amine Gouiri, ça fait presque 6 mois maintenant qu'il est dans le dur, depuis la demi-finale de Coupe de France contre Versailles. Il avait été éblouissant ce soir-là, et depuis c'est un petit peu la... Mais pourtant, il avait marqué en équipe de France Espoir à la fin de la saison, dans un 4-3-3. En plus, il l'a rappelé, les Lucien Favre. À Toulouse, il est pas catastrophique, mais on sent qu'avec sous le maillot niçois, pour l'instant, ça ne remarche pas aussi bien que lors de ses premiers mois. Allez, allons-y sur le débat. Amine Gouiri, on va le lancer. Il n'était pas prévu. Mais je le sentais motivé. On nous dit qu'il vaut 40 millions d'euros. Il faut le vendre aujourd'hui, Amine Gouiri. Justement, il a été étincelant contre Versailles. Bon, moi, je veux pas dire, mais si je m'entraîne peut-être 3 mois, je peux jouer contre Versailles, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, heureusement qu'il a été étincelant contre Versailles, j'ai envie de dire, et surtout qu'on parle d'un garçon, soi-disant que le Real Madrid doit acheter 40 millions. C'est pour ça que je dis ça. Je dis bien ça, soi-disant, parce qu'après, je sais que vous, journalistes, vous avez toujours besoin d'écrire un peu des choses, donc il faut machin. Mais à un moment donné, pas ce matin. Non, à un moment donné, il faut qu'il nous montre plus de choses. Il a beaucoup de qualités, on en est tous conscients. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je veux dire, à un moment donné, ça passe aussi dans la tête. Il faut avoir envie, il faut avoir envie de montrer des choses. Non, j'en sais rien. Je le connais pas. Je peux pas te dire. Pourquoi il bouderait par son positionnement. Ouais, par son positionnement. Il y a un aspect contractuel aussi. Franchement, en plus, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, Amine Gouiri, alors. Il joue peut-être pas le poste qu'il voudrait jouer, c'est-à-dire quel est le poste qu'il voudrait jouer. Tu le sais toi, le poste qu'il voudrait jouer? Il voudrait jouer avant-centre, il veut jouer deuxième attaquant. Je pense que c'est ça. Dans ce système-là où il joue effectivement, je pense que c'est exactement pareil qu'un deuxième attaquant, parce que Stengs se comporte comme un milieu de terrain excentré, il rentre à l'intérieur, et Amine Gouiri se comporte comme un attaquant qui va venir proche de l'or. Donc expliquez-moi dans les mouvements, qu'est-ce que ça change par rapport au fait qu'avant le match, on le positionne sur la feuille dans l'axe. Ça change rien. Tu l'aimes pas bien, quoi. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que par exemple, je vais t'expliquer, quand je suis allé passer mes diplômes d'entraîneur et que je suis allé au Real Madrid, par exemple, on a parlé avec Carlo Ancelotti et il disait, Carlo, Ronaldo, il jouait, il jouait sur le côté, d'accord. Mais il dit, Ronaldo, il veut jouer là, pourquoi? Parce qu'il veut fuir les défenseurs centraux. Et c'est pour ça que Benzema, il est parfait pour lui, parce que Benzema tient et tire à l'attention des deux défenseurs centraux, et lui, d'une position plus excentrée, il va venir dans l'axe pour finir, et il va venir en mouvement. Donc, mais par contre, c'est évident que quand on n'a pas le ballon, on va se repositionner dans un système différent, 4-4-2, où on va mettre 4 milieux de terrain, parce que Ronaldo, bien sûr, je ne vais pas lui demander de défendre jusqu'au poteau de corner. Donc, c'est toujours pareil. C'est une question d'animation. Est-ce que Lucien Favre leur demande de faire des choses dans l'animation? J'en sais rien. Maintenant, c'est sûr que si tu demandes à Amine Gouiri d'aller défendre jusqu'au poteau de corner et de suivre le latéral, il est évident qu'il a peut-être après manqué d'essence et d'énergie pour aller faire les gestes justes qu'il a fait contre Versailles et qu'on aimerait pouvoir le revoir faire, quoi. Voilà.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce match entre Nice et Strasbourg qui aura lieu donc dimanche à 17h. Et puis jeudi, il y aura un autre match très important pour l'OGC Nice, ce barrage aller de Ligue Europa Conférence contre le Maccabi Tel Aviv, donc qui a éliminé l'Aris Salonique. Christopher, il a bûché toute la nuit pour nous donner toutes les infos sur le Maccabi Tel Aviv, avec déjà une première info importante, le match se jouera bien à Tel Aviv. Ouais, c'est la première info. C'est celle qui a été connue aujourd'hui. Le match se tiendra bien à Tel Aviv, malgré le contexte un petit peu politique difficile que l'on peut connaître en ce moment en Israël. Ce qu'on peut dire sur ce club-là, c'est que c'est quand même le troisième dernier du championnat d'Israël. C'est le club le plus titré là-bas, 25 titres, 24 coupes d'Israël. Depuis 2009, ce club il est géré par un milliardaire canadien. Il est arrivé au club en 2009, il s'appelle Michel Gohar. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa fortune est estimée à 3 milliards de dollars. C'est Forbes qui l'a en tout cas révélé. C'est moins que Jim Ratcliffe. C'est ça. C'est Forbes qui l'a révélé en 2022. C'est un club où il n'y a pas vraiment sur le papier de grandes têtes d'affiche. On se dit que ce gym, bien préparé, qui connaît un petit peu son sujet, peut s'en tirer. Il faut se méfier, mais sur le papier, il y a deux joueurs vraiment qui sortent un petit peu du lot, deux attaquants. Le premier, c'est Jovanovic. C'est un international serbe. Il a une sélection, il a 23 ans. C'est un beau bébé d'1m87. À un temps, lors du dernier mercato d'hiver, il a été apparemment sur les tablettes de l'OM. Il a déjà marqué 3 buts sur les 5 matchs officiels de Tel Aviv cette saison. Derrière lui, il y a un autre joueur beaucoup plus expérimenté, un peu plus connu, c'est Eran Zahavi, passé par le PSV Eindhoven, meilleur buteur de l'histoire du championnat chinois aussi sur une saison avec 29 buts. C'est un garçon qui a été capitaine de sa sélection aussi. Le club l'a rapatrié là, cette année puisqu'il y avait déjà joué et il avait passé 6 saisons à l'étranger. C'est un garçon qui est ambidextre, etc. Donc voilà, c'est un garçon, il va falloir aussi le surveiller. Il n'est pas forcément à 35 ans titulaire, mais quand il rentre, il peut être dangereux et marqué. Il l'a fait contre l'Aris. Et il a bossé le crew. Respect. Il y a un joueur important, je crois, qui est suspendu sur le premier match. Exactement, c'est un international israélien, il joue au poste de sentinelle et il a pris un carton rouge hier. Non, mais c'est justement parce que j'avais pas le nom. Ouais. Donc, mais oui, c'est intéressant. Alors après, c'est forcément le plus grand club en Israël, donc c'est le club le plus titré, c'est le club un peu. Avec la ferveur dans le stade. Ouais, tout ça. Ils étaient presque. Ils étaient pas un match facile, attention. Ils étaient plus de 20 000 lors du barrage, lors du TQ3 aller contre l'Aris Salonique. Donc à mon avis, ça va être 30 000. Si tu passes pas Tel Aviv, t'as rien à faire en Coupe d'Or. La transition parfaite. On est bien d'accord. Si tu passes pas. Oui. Mais toi, tu le sens venir, toi, non? Oui, parce qu'on va vous parler d'un match, justement, où si tu passes pas à l'Apollon-Limassol, t'as rien à faire en Coupe d'Europe. C'est le souviens-toi de cette semaine. C'était en 2013. Vincent, alors ce match, on s'en rappelle tous. On n'a jamais compris ce qu'avait fait Claude Puel ce soir-là. Franchement, déplacement mythique avec mon ami François Paturle. Je me rappelle à 3h du coup d'envoi. François Paturle, c'est mythique. Il y a des chances que ça soit mythique, effectivement. Donc, à 3h du coup d'envoi, nous, on était tranquilles, hyper sereins, au Cap Greco, magnifique. C'était la première fois qu'on se déplaçait depuis des années en Coupe d'Europe avec l'OGC Nice. Il y a une influence de dingue. Regarde. Voilà, une ambiance incroyable dans ce il me semble, le GLS Stadium de Nicosie. Et là, en fait, après la saison exceptionnelle qu'avait réalisée l'OGC Nice, là, c'est le drame. Il a fini 4e de Ligue 1. On voit là, déjà, au moment de la composition des équipes, on est complètement sous le choc. On voit Brian Constant, qui n'avait jamais joué ou fait quelques minutes en pro, aligné d'entrée à la place de Darius Vitanic. Eric Boteac, qui sortait d'une saison exceptionnelle sur le banc des remplaçants. Et ce soir-là, Nice a complètement perdu les pédales et perdu le fil presque de sa saison. À ce moment-là, je me rappelle que Didier Ligard... le but que prend Ostrina, là, il est très tôt, il venait de se faire opérer. Mais c'était vraiment la catastrophe. Et en fait, Nice avait joué ce match-là sans défense centrale parce qu'en fait, Renato Sivelli était parti à l'intersaison libre. Il n'avait pas été remplacé. Et donc, tu avais abordé ce match-là sans ta charnière qui avait fait toute la saison précédente, Pejsinovic, Sivelli, qu'Eric connaît très bien. Puisque c'est moi qui les ai fait venir. Les deux. Passe D. Et donc, il y a 2-0 au match aller. Tu rattrapes pas le retour, tu fais que 1-0. Et donc, match retour, ambiance exceptionnelle au stade du Ray. Un COP chypriote hyper rempli. Je me rappelle du clapping de Tchoua qui avait un petit peu chambré les Chypriotes. Entame parfaite de Nice avec rapidement un penalty de Darius Vitanic, donc tu te dis que ça va enchaîner, que Nice va mettre le deuxième, va mettre le troisième, et en fait rapidement tu comprends que Nice ne mettra jamais le deuxième, et que Nice sort toute petitement
de la Ligue Europa et retrouvera la Coupe d'Europe bien des années après. Et la deuxième saison de Claude Puel aura été très très compliquée après cette élimination contre Limassol. Cette défaite d'affilée. Mais le soutien de Jean-Pierre River et Julien un défenseur central. Après son élimination, on fait Mathieu Bodmer en toute fin de mercato, alors qu'il était déjà éliminé de la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est pas un match facile. C'est l'exemple à ne pas suivre. Comment ? C'est l'exemple à ne pas suivre pour les Niçois face à Maccabi Tel Aviv. En fait, vous aimez bien vous faire mal dans cette émission. Mais non, mais la petite piqûre de rappel, elle est importante. Voilà, il s'est passé ça. Attention, les gars. Rappelle-toi ce qu'on disait à partir du mois de mars-avril l'an dernier. À la fin de saison, là, 5e, défaite en finale de la Coupe de France. Sent pas très bien. J'étais là, Bon, après l'effectif de 2014 et celui d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir. 2013, c'est vrai. Bon, pour se rassurer, Zahavi avait fait un flop à Palerme, hein. J'ai oublié de le préciser, mais en 2011, Palerme pense à lui pour remplacer Pastore qui vient de partir au PSG. Il ne marquera que 2 buts en 26 matchs. Donc, comme quoi il peut aussi passer à travers ces matchs. Non, mais donc Nice peut y croire. Ah ouais, c'est notre Franck Ferrand, il est fantastique. Il va venir à chaque émission présenter. C'est clair. J'ai oublié. Bon, Eric, pas de blague sur ce match-là, mais c'est un match de football, comme on le dit, tout peut arriver. Non, mais ça, c'est certainement. Et puis là-bas, ça sera effectivement compliqué. Dans cette ambiance, oui, c'est un match vraiment à prendre très au sérieux. C'est pas un match où il faut justement donner des minutes de jeu à des jeunes joueurs comme peut-être Claude Puel l'avait fait au match aller. Donc je me rappelle plus, mais bon, toi, tu es une vraie encyclopédie de. Mais c'est vrai que tu peux pas te permettre de pas passer ce tour préliminaire, tout simplement. Donc c'est très compliqué de préparer des matchs quand tu peux pas les perdre. C'est un peu la pression, quoi. Ah, voilà. Parce que la saison, et puis même au niveau du mercato. Quand tu es obligé de gagner une confrontation, c'est jamais simple. Alors, c'est une confrontation aller-retour, hein, évidemment. Donc, rien ne sera perdu après le premier match à Tel Aviv. Il y aura le match retour à l'Alliance. Ça dépend du résultat. Oui, ça dépend du résultat. S'il y a 3-0, ça paraît compliqué. Mais même à 3-0, avec la ferveur du public de l'Alliance, pourquoi pas reverser cela ? On espère évidemment que ce ne sera pas le cas pour les Niçois. Vincent, avant de nous quitter, un petit mot sur la séance de Renaissance. Évidemment, le film de Yannick Faro. Eric, tu as assisté également, on y était tous, voir ce film là, sur la remontée. On en parlait la semaine dernière, hein, la fameuse remontée en 2002-2003. Un bel événement organisé par l'OGC Nice. Un vrai document réalisé par les équipes de l'OGC Nice et de Kick-Off, hein, de Yannick Faro et Paul Del Giudice. Donc vraiment un super document. On a pu voir qu'Eric Roy mettait franchement des sacrés buts. Hein. J'en ai mis quelques-uns. De magnifiques reprises de volée, mais c'était cool de revoir tout le monde, une belle organisation, le club qui avait envie de réunir un petit peu ceux qui avaient propulsé un petit peu, lancé la longue ère de l'OGC Nice en Ligue 1. Voilà, 20 ans après, Nice est encore là et voilà, Eric et on salue Philippe Camps, la légende qui est dans le film. Qui est dans le film, qui est le fil rouge un petit peu de ce film. Non, c'était intéressant. Puis je trouve que ce qui était surtout intéressant, c'est de le montrer à beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes du centre de formation. Ça reste l'histoire du club, et pour beaucoup qui arrivent dans le club à l'OGC Nice, maintenant ils ont 14-15 ans, pour eux, l'OGC Nice c'est Ineos, ça a toujours été Ineos. Mais il faut savoir qu'il y a eu une histoire derrière avant, des histoires derrière avant qui ont été quelquefois un petit peu tragiques, et puis qui sont bien finies. Donc voilà, donc c'est vrai que pour ça, je pense que c'était intéressant. Et puis aussi, quelque part, la mentalité, l'esprit que les Niçois aiment bien. Là, on les retrouve bien dans le film, et notamment cette dimension à domicile de ne pas se faire bouger quand même, et d'avoir un petit peu de répondant, quoi. Donc c'est ce que l'équipe avait. On n'était pas les meilleurs joueurs. C'est pas la meilleure équipe, mais en tous les cas, en termes d'agressivité et de grinta, elle n'en manquait pas, quoi. Et puis surtout des joueurs supporters, comme le disait Kaba Diawara. Vous étiez en même temps supporter de le club. Alors toi, évidemment, tu es supporter de l'OGC Nice. On te le reproche assez d'ailleurs parfois. Ouais, je sais pas. Je suis pas marqué parce que en fait, je suis pas du tout supporter, quoi. Non, je suis un professionnel du football. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y avait cet esprit-là aussi de s'identifier à ses supporters. Aussi. Ouais, non, mais en fait, je pense que c'est un devoir. Moi, quand je suis arrivé à Lens, j'ai essayé de m'imprimer et de m'imprégner aussi de la valeur de ce club-là, parce que quand tu aspires à jouer ou à diriger un club, tu dois te rendre compte de ce qui est l'histoire, et pour faire ton travail du mieux possible, d'être dans les valeurs que le club dégage. Et c'est vrai que tous les clubs ont peut-être des valeurs un petit peu différentes, une image, une histoire différente. Et c'est vrai que quand on est joueur, et je pense que c'est un vrai travail aussi de club, de quand on prend un joueur, de lui expliquer ce qu'est le club pour pouvoir après défendre du mieux possible les valeurs du club sur le terrain. Donc
En tous les cas, ce film qui était très bien fait, avec des témoignages assez extraordinaires de Noé Pamaro, de Sami Traoré. Qui fait basketteur, et Noé d'autres. Pamaro. Et d'autres. Il est passé de l'autre côté. Et d'autres, donc voilà, c'était plutôt sympa et je pense que ça va plaire à beaucoup de supporters niçois. Et évidemment, vous pouvez voir ce film sur la chaîne YouTube de l'OGC Nice. Il dure à peu près 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, et c'est effectivement une merveille. Messieurs, merci beaucoup. Eric, merci d'être revenu sur le plateau de Gin Tonic. Tu es ici chez toi, tu le sais. La semaine prochaine, donc. Allez, merci. Pourquoi pas. Christopher, on va te laisser les clés, tu fermes en partant. C'est ça, c'est chez toi. Non, c'est chez toi ici. Il nous fera les thèmes de la prochaine bientôt, émission. il va prendre ma place, je crois. Donc, il va falloir que je fasse attention. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.